La très probable convocation du défenseur Malang Sarr par le sélectionneur Pape Bouna Thiaw. Pour rejoindre les Lions de la Teranga ? Exactement. Et le contexte ici est d'une importance capitale, parce que cette convocation, elle intervient seulement quelques semaines après le triomphe de l'équipe à la CAN. C'est là que ça devient délicat. Voilà. L'accroche de cette session pourrait se résumer ainsi. Pourquoi l'intégration d'un joueur de 27 ans, passé par des écuries comme Chelsea ou l'OGC Nice, au sein d'une formation qui domine déjà son continent, constitue-t-elle un tournant stratégique majeur ? C'est une vraie question. Ben oui. Pour poser les bases de cette réflexion, il convient d'analyser le paysage actuel. Est-ce qu'intégrer un nouveau profil dans un groupe qui vient tout juste d'être sacré champion d'Afrique, ça ressemble pas un peu à un champ de mine pour un sélectionneur ? C'est une interrogation fondamentale pour aborder cette dynamique. On entend souvent cet adage populaire qui affirme qu'on change pas une équipe qui gagne. Le fameux. Ouais. Pourtant, la réalité du sport de très haut niveau est infiniment plus paradoxale. Une sélection nationale qui vient de remporter une compétition aussi éprouvante que la CAN, elle se retrouve dans un état d'équilibre psychologique extrêmement fragile. Fragile, hein ? Même après une victoire ? Complètement. En fait, ce groupe a partagé une intensité émotionnelle rare. Ils ont traversé des moments de doute, forgé des liens inébranlables dans la victoire, et aujourd'hui, ça fonctionne presque comme une entité fermée. Une sorte de famille soudée par le succès hongrois. C'est ça. Donc, introduire un nouvel élément extérieur dans cet écosystème, c'est jamais un acte purement mathématique. Ce n'est pas juste des statistiques. C'est une greffe humaine. Une greffe humaine complexe, oui. L'intégration d'un joueur n'est pas une simple formalité. C'est un mouvement tactique calculé au millimètre. Un sélectionneur comme Pape Thiaw a parfaitement conscience d'un danger insidieux. La complaisance, j'imagine. Exactement. Après un sommet, le relâchement guette. Injecter de la nouveauté, c'est maintenir la pression, raviver la concurrence interne et s'assurer que l'appétit de victoire reste intact. Bon, décortiquons avec ou ça en nous appuyant sur les éléments factuels de notre source. Le profil du joueur en question mérite qu'on s'y attarde sérieusement. Malang Sarr a 27 ans. Le bel âge pour un footballeur. Oui, et l'article de Wisport prend le soin de souligner qu'il réalise actuellement une très grosse saison avec les 100 et or au Racing Club de Lens. Une saison très solide, oui. Mais ce qui retient vraiment l'attention, c'est la densité de son parcours antérieur. On parle d'un défenseur qui a fait ses armes à l'OGC Nice, il s'est imposé dans le championnat de France, avant de basculer vers une véritable institution européenne. Chelsea, ouais. Il y a un monde d'écart entre un jeune espoir qui débarque avec tout à prouver et un joueur qui arrive avec ce type de bagage. C'est indéniable. Cependant, face à des joueurs qui viennent de soulever le trophée continental, ce CV européen, c'est une garantie ou c'est une pression supplémentaire ? Ce qui est fascinant ici, c'est l'alignement précis entre l'âge du joueur et son parcours. Dans la chronologie d'une carrière de footballeur professionnel, le cap des 27 ans est souvent décrit comme le point de bascule vers la plénitude. La maturité, en somme. C'est l'instant où les capacités physiques sont encore optimales, mais où elles sont désormais guidées par une véritable maturité tactique. Je suis convaincu que l'expérience accumulée dans des environnements aussi exigeants que ceux de Nice ou de Chelsea forge une vraie carapace. C'est sûr qu'à Chelsea, la pression. Ah, mais Sarr a dû composer avec l'exigence suffocante de la Première Ligue, la pression des médias britanniques, les attentes démesurées des supporters londoniens, sans oublier les exigences de la Ligue 1. Il apporte donc une denrée extrêmement rare. Laquelle ? La certitude émotionnelle. Ah, c'est intéressant ça. Toutefois, c'est là que réside le paradoxe. S'il est un vétéran aguerri sur les pelouses européennes, il arrive dans le vestiaire des Lions avec le statut d'un rookie. Un petit nouveau, quoi. Un nouveau venu qui doit s'intégrer à un groupe de champions d'Afrique en titre. Il ne vient pas sauver une équipe en perdition. Il vient s'ajouter à une machine de guerre déjà très fonctionnelle. Ça change toute la donne. Son CV lui offre de la crédibilité, certes, mais sur le terrain d'entraînement, il devra repartir de zéro pour gagner le respect d'un vestiaire couronné. Cette dualité entre l'assurance du parcours en club et l'humilité nécessaire pour intégrer la sélection, elle est vraiment palpable. Et justement, l'article met en lumière cette posture mentale à travers une citation directe de Malang Sarr. Une citation très révélatrice d'ailleurs. Je la lis. La phrase rapportée est la suivante. « J'avais dit que c'était un objectif il y a quelques mois, ça reste le même. Je serai prêt une fois que je serai dans la pré-liste ou la liste. » Fin de citation. C'est ça. Le texte ajoute qu'il ne cache plus son envie de porter ce maillot depuis un certain temps. Il n'y a aucune revendication tapageuse ici, on est d'accord. Aucune. C'est plutôt une affirmation posée.
Comment interpréter cette communication médiatique du joueur? Cette déclaration est une clé de lecture formidable pour comprendre la psychologie d'un athlète de haut niveau qui maîtrise son environnement. Sarr adopte une posture que l'on pourrait qualifier de patience active. Patience active, j'aime bien le terme. L'analyse de ces mots révèle l'absence totale d'arrogance. Il ne se positionne pas en sauveur, il n'utilise pas son passé à Chelsea comme un argument d'autorité pour exiger une place. Il ne tape pas du poing sur la table. Non, il exprime plutôt une ambition claire et assumée. Le choix des mots « je serai prêt » est lourd de sens. Ça indique que le travail invisible se fait au quotidien. Dans l'ombre. Dans l'ombre des entraînements avec Lens et chaque week-end de championnat. Il s'agit d'une psychologie d'attente stratégique. L'objectif est publiquement déclaré, mais la validation ne viendra que par la performance. D'où la grosse saison mentionnée par l'article. Exactement. Il prouve sa légitimité sur le terrain, laissant ainsi le sélectionneur libre de ses choix sans lui forcer la main par voie de presse. Le joueur fait le travail. La balle est simplement dans le camp du décideur. Tu sais, cette dynamique est tout à fait transposable à d'autres sphères pour ceux qui nous écoutent. Ah bon, ouais? Comment ça? Il est fréquent de constater dans le monde professionnel au sens large des situations où l'obtention d'un rôle convoité dépend de cette même persévérance sourde. C'est vrai? Plutôt que de s'impatienter face à une porte temporairement fermée, l'approche optimale consiste souvent à se maintenir dans un état de préparation optimale, Pour être prêt le jour J. afin d'être immédiatement opérationnel dès que l'opportunité se présente. C'est exactement ce qu'il fait. Et cette opportunité, justement, semble se concrétiser avec l'élaboration de cette fameuse préliste. Tout à fait. Mais le moment choisi pour ouvrir cette porte soulève d'autres questions. L'article précise que ce rassemblement est le tout premier depuis la fin de la CAN. C'est un détail crucial. C'est là que ça devient vraiment intéressant. De plus, il détaille le calendrier immédiat avec 2 matchs amicaux, une confrontation avec le Pérou le 28 mars, Et ensuite la Gambie? puis avec la Gambie le 31 mars. Voilà. On a souvent tendance à minimiser l'importance des matchs amicaux, mais dans cette conjoncture précise, juste après un sacre continental, l'enjeu semble différent, non Ève? Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, ces matchs amicaux sont l'équivalent d'un laboratoire à ciel ouvert. C'est une configuration d'une valeur inestimable. Un laboratoire pour le sélectionneur? Oui, le calendrier du football international est impitoyable. Entre les phases de qualification interminables pour les Coupes du Monde, les éliminatoires de la CAN, les tournois majeurs, un sélectionneur ne dispose quasiment d'aucun espace pour expérimenter. Il y a toujours le coup près du résultat. L'obligation de résultat écrase souvent toute velléité de tester de nouveaux schémas ou de nouveaux hommes. Or, avec ces 2 dates de fin mars, Pape Bouna Thiaw se retrouve dans une fenêtre temporelle rare. Et les adversaires ne sont pas choisis au hasard, j'imagine. Le choix des adversaires n'a rien d'anodin. Affronter le Pérou, c'est se frotter à l'école sud-américaine. La fameuse grinta. Une technique léchée, une agressivité tactique spécifique, un jeu souvent rugueux et très orienté sur la possession et le vice. Ça va le tester sévèrement. Ensuite, enchaîner avec la Gambie offre un tout autre défi. Un derby régional africain fait de défis physiques intenses, de transitions rapides et d'une ferveur toute particulière. 2 salles, 2 ambiances. Pour un sélectionneur, c'est l'opportunité rêvée. Il peut lancer un profil comme celui de Malang Sarr dans 2 contextes opposés, évaluer sa capacité à communiquer avec une ligne défensive fraîchement remaniée et analyser sa réaction face à des styles de jeu disparates. Le tout sans la pression d'une élimination. Le tout avec le filet de sécurité que procure le statut de match amical. C'est l'instant parfait pour évaluer si la greffe tactique peut prendre. C'est passionnant. Et c'est là qu'on glisse vers une autre dimension de cette exploration, sur le plan de l'analyse médiatique. Ah, oui, la façon dont l'information est sortie. Car au-delà des enjeux tactiques qui se préparent sur le gazon, il est essentiel de se pencher sur la mécanique par laquelle cette convocation arrive sur la place publique. Le cheminement de l'information, tel qu'il apparaît dans notre source, illustre parfaitement le fonctionnement de l'écosystème médiatique contemporain du sport. C'est un cas d'école. L'article est publié par Wisport le 7 mars 2026 à 15h40 GMT. Or, le média sénégalais s'appuie explicitement sur Foot Mercato Oui, et intègre au cœur même de sa publication un tweet du journaliste Santi Aouna. le fameux tweet. Un tweet posté le jour même, habillé d'emojis de sirènes d'alarme, de drapeaux et de mots en majuscules pour souligner le caractère exclusif de l'annonce. Sarr va être rappelé avec le Sénégal. Ça clignote de partout. On observe ici une chaîne de transmission de l'information très particulière. Comment analyser cette mutation où une décision fédérale semble d'abord éclore sur les réseaux sociaux avant d'être validée par la presse traditionnelle?
Cela soulève une question importante concernant la transformation radicale de l'économie de l'attention dans le sport. Historiquement, une convocation en équipe nationale était un événement très codifié. Très formel, oui. Contrôlé de bout en bout par la fédération, souvent annoncé lors d'une conférence de presse solennelle ou via un communiqué officiel bien propre. Aujourd'hui, c'est terminé, ça. La temporalité a explosé. Le cycle de l'information s'initie désormais très souvent sur des plateformes comme Twitter, portées par des journalistes spécialisés que l'on nomme des insiders. Des initiés qui ont les bons contacts. Ces derniers cultivent des réseaux informels au sein des agences de joueurs, des clubs ou des fédérations. Le tweet de Santi Aouna, avec ses codes visuels presque agressifs, les fameuses sirènes rouges, la mention exclu et exclu, est conçue pour créer une viralité immédiate. Une onde de choc numérique en quelque sorte. C'est ça. Cependant, une rumeur virale n'a pas la même substance qu'une information validée. C'est ici qu'intervient le rôle crucial d'un média comme WeSport. Ils font office de juge de paix. En reprenant l'information issue de ce tweet et de Foot Marketo, WeSport agit comme un filtre d'autorité pour le public sénégalais. Le média prend cette fuite numérique effrénée et lui donne un ancrage, une perspective. Ils la remettent dans son contexte. En l'encadrant avec le contexte du joueur, ses déclarations passées, ses performances actuelles à Lens et les échéances à venir contre le Pérou et la Gambie, le média transforme un bruit de couloir 2.0 en une information journalistique structurée et légitime. C'est la symbiose parfaite entre la rapidité frénétique des réseaux et le besoin de confirmation institutionnelle. Absolument. Et pour saisir pleinement la pression sous laquelle évolue cet écosystème, il suffit de balayer du regard les autres titres qui cohabitent sur la page de WeSport ce même jour. C'est vrai qu'il y a tout. Notre source ne se limite pas à SAR. Elle offre une véritable radiographie des centres d'intérêt du public sportif. On y découvre des nouvelles de Boulaïdia, dont on souligne avec soulagement la fin de la disette offensive grâce à un but décisif en Coupe d'Italie. Une excellente nouvelle pour lui. En parallèle, on décortique l'absence d'Hassane Diao lors d'une confrontation entre Côme et Cagliari, en Italie toujours. L'horizon s'élargit même vers l'Angleterre.